Atlantic City, New Jersey. Convention Hall, 16 juin 1988. Jeudi, 18h30. La pesée officielle avant le combat pour le titre des poids lourds. La salle est pleine à craquer avec 200 personnes. Journalistes sportifs, photographes, promoteurs, entraîneurs, membres des commissions athlétiques. Tous présents pour un seul nom. Mike Tyson, l'homme le plus redouté de la boxe. 21 ans, champion du monde incontesté des poids lourds, invaincu en 34 combats, 30 par KO. Un palmarès qui semble tout droit sorti d'un jeu vidéo. Il ne gagne pas simplement. Il anéantit. Ses adversaires ne perdent pas des combats, ils survivent. Ou pas. Tyson monte sur la balance. 218 livres de muscles compacts et de fureur maîtrisée. Pas un gramme de gras. Son cou mesure 50 cm de circonférence, plus épais que la cuisse d'un homme normal. Ses épaules semblent taillées dans le granit. Il ne regarde pas les caméras, ne sourit pas, ne pose pas. Il est simplement là, une présence qui aspire tout l'oxygène de la pièce. Quand Tyson entre quelque part, les gens le sentent. C'est primal, instinctif. Le corps reconnaît le danger avant que l'esprit ne l'analyse. De l'autre côté de la salle se trouve Reggie Kirkland. 28 ans, un challenger dont personne n'a entendu parler. 23 victoires, 4 défaites. Des chiffres honorables pour un boxeur professionnel, mais totalement insignifiants face à ce que représente Mike Tyson. Reggie a obtenu cette chance par élimination. Les autres ont refusé, littéralement refusé d'affronter Tyson. Les promoteurs ont appelé des camps d'entraînement en agitant des liasses de billets, et la réponse était non. Merci, mais non merci. On préfère garder notre santé. Reggie, lui, a dit oui. Il avait besoin de l'argent. Il avait besoin de l'exposition. Il croyait avoir une chance. Reggie monte sur la balance. 216 livres, presque le même poids que Tyson, mais la ressemblance s'arrête là. Son corps est grand, élancé. Tyson est compact, un ressort comprimé. Reggie a plus de portée, 8 cm d'envergure en plus. En théorie, sur le papier, c'est un avantage. Dans la réalité, face à Tyson, avoir plus de portée signifie seulement que tes bras seront plus loin pour protéger ton visage, quand l'impact arrivera. La pesée officielle est terminée. Place maintenant au théâtre. Le face-à-face. Le moment où les deux combattants se retrouvent nez à nez pour les photos. C'est la tradition, c'est le protocole, c'est l'instant qui donne le ton psychologique du combat. Certains boxeurs se fixent en silence, d'autres parlent, provoquent, essaient de pénétrer dans la tête de l'adversaire. Mike Tyson ne fait ni l'un ni l'autre, il regarde simplement à travers toi, comme si tu étais déjà knock-out, comme si le résultat était déjà écrit et que ta présence n'était qu'une formalité. Les deux s'approchent, le commissaire se place entre eux, récite les règles habituelles. Combat propre, protégez-vous en permanence, obéissez à l'arbitre. Des mots que personne n'écoute vraiment. Tyson fixe Reggie. Ses yeux sont vides, glacial. Pas de colère, pas d'émotion, juste le vide. Le genre de vide qui fait que des hommes adultes reconsidèrent leur choix de carrière. Reggie soutient son regard. Et puis quelque chose se produit. Quelque chose à quoi personne ne s'attendait. Reggie sourit. Pas un sourire nerveux, un large sourire, confiant. Il incline légèrement la tête et rit. Un rire bas mais audible, assez fort pour que Tyson l'entende, assez fort pour que les caméras le captent, assez fort pour que toute la salle se fige. Silence. Un silence lourd, inconfortable. Les journalistes arrêtent d'écrire. Les photographes baissent leurs appareils une seconde, incertains d'avoir vraiment vu ce qu'ils pensent avoir vu. Don King, le promoteur de Tyson, s'interrompt au milieu d'une phrase. L'entraîneur de Reggie ferme les yeux. Il sait qu'un monstre vient d'être réveillé. Mike Tyson ne change pas d'expression. Il ne répond pas à la provocation. Il ne sourit pas en retour. Il continue simplement de regarder. Mais quelque chose change dans ses yeux. Une étincelle, pas de la colère, pire, une reconnaissance. Comme si Reggie venait de signer quelque chose. Comme si un contrat silencieux venait d'être scellé. Le commissaire les sépare rapidement. Fin de la pesée. Les équipes se retirent de chaque côté de la salle. En coulisses, l'entraîneur de Reggie l'attrape par le bras. « Mais qu'est-ce qui t'a pris, bordel? Pourquoi tu as ri au nez de ce type ?» Reggie sourit toujours. Il est confiant. Il parle de ne pas avoir peur, de ne pas se laisser intimider, de montrer que Tyson est humain. Son entraîneur secoue la tête. « Tyson n'est pas humain dans le ring. Tu viens de réveiller quelque chose qui aurait dû rester endormi. » Vendredi 17 juin. 22h30. La nuit du combat. Le Convention Hall est plein à craquer avec 11 000 personnes. La foule est électrique. Ils ne sont pas venus voir un combat, ils sont venus voir une exécution. Tyson ne fait pas des combats, il fait des démonstrations.
Des événements de 90 secondes où les adversaires entrent entiers et ressortent en morceaux. Le temps moyen de KO de Tyson au premier round, 1 minute 47 secondes. Les gens pètent des billets chers pour voir moins de 2 minutes d'action, et ils adorent ça chaque seconde. Reggie Kirkland entre en premier. Il marche vers le ring avec de la musique forte, son équipe autour de lui, essayant d'avoir l'air confiant. La foule le hue, pas parce qu'il le déteste, parce qu'il n'est pas Tyson, parce qu'il n'est que l'obstacle temporaire entre eux et ce qu'ils sont venus voir. Reggie monte sur le ring. Il saute, s'échauffe, frappe dans le vide, essayant de garder l'adrénaline haute, essayant de ne pas penser au rire de la veille, essayant de ne pas penser au regard de Tyson après ce rire. Puis les lumières baissent, l'arène plonge dans le noir, et Mike Tyson entre. Pas de musique tape à l'œil, pas d'effet pyrotechnique, juste Tyson qui avance dans le couloir, en peignoir noir tout simple, une serviette blanche sur la tête. Il ne regarde pas la foule, il ne salue pas. Il marche droit vers le ring avec l'inéluctabilité d'un train de marchandises. La foule explose. 11 000 personnes hurlent un seul nom. Tyson, Tyson, Tyson. Il monte sur le ring. Enlève son peignoir. Son corps luit sous les projecteurs. Il ne s'échauffe pas. Ne saute pas. Ne frappe pas dans le vide. Il reste simplement immobile dans son coin, fixant Reggie de l'autre côté. Ce même regard vide. Ce même regard qui porte maintenant quelque chose de plus. Le souvenir d'un rire. L'arbitre les appelle au centre. Dernières instructions. Combat propre. Protégez-vous. Retournez dans vos coins à mon commandement. Reggie hoche la tête, tente encore de paraître confiant. Tyson ne répond rien. Il regarde. Le gong retentit. Round 1. Reggie sort de son coin avec un plan. Utiliser la vitesse, utiliser la portée, garder Tyson à distance. Boxeur. C'est ce que tout le monde essaie contre Tyson. C'est ce que tout le monde échoue contre Tyson. Parce que Tyson ne combat pas comme un boxeur normal. Il combat comme quelque chose qui a évolué au-delà des règles. Les 3 premières secondes sont normales. Reggie danse, garde la distance, lance un jab d'essai. Tyson avance. Il ne court pas. Il ne poursuit pas. Il avance. Sa tête bouge en petits cercles, ce mouvement hypnotique appelé peek-a-boo. Impossible de prévoir d'où viendra l'attaque. Impossible de savoir quand. À la 4e seconde, Reggie lance un autre jab. Un bon jab, techniquement parfait. Tyson glisse sur le côté. Le coup passe à 3 cm de son visage. Il ne bloque pas. Il n'est simplement plus là quand le point arrive. Et puis il est dedans, à l'intérieur de la garde de Reggie. La distance que Reggie voulait conserver vient d'être annihilée en moins d'une demi-seconde. À la 5e seconde, Tyson lance son premier coup, un crochet du gauche au corps. Le son résonne dans toute l'arène, un bruit sourd, viscéral. Reggie se plie légèrement. Ses côtes viennent de ressentir l'équivalent d'un accident de voiture concentré en un seul point. Il recule, cherche de l'espace. Il n'y a pas d'espace, pas de pause, pas de temps pour respirer. À la 6e seconde, Tyson enchaîne. Gauche au corps, droite à la tête, gauche au corps encore. 3 coups en moins d'une seconde. La vitesse est inhumaine. Reggie tente de bloquer. Il en arrête un. Les 2 autres touchent. Tout son corps tremble sous l'impact. Il n'a jamais été frappé comme ça, ni en entraînement, ni dans ses 27 combats précédents. C'est autre chose, c'est industriel. À la 7e seconde, Reggie tente un contre désespéré. Un droite croisé, c'est tout ce qu'il a. Son meilleur coup, celui qui lui a gagné 15 combats. Tyson le voit venir. Il baisse la tête de 5 cm. Le coup passe au-dessus. Et puis Tyson explose vers le haut avec un uppercut. L'uppercut monte du sol, portant tout le poids du corps de Tyson, toute la torsion de ses hanches, toute la puissance de ses jambes. Le poing connecte sous le menton de Reggie avec un craquement qui fait taire la moitié de l'arène. Ce n'est pas le son d'un coup normal, c'est le son d'os contre os sans rien entre les deux. La tête de Reggie part violemment en arrière. Ses yeux roulent, ses jambes se bloquent. Tout son corps se raidit une fraction de seconde. À la 8e seconde, Reggie Kirkland s'effondre. Ce n'est pas une chute progressive, ce n'est pas un trébuchement, c'est une coupure totale, comme si on avait débranché la prise. Ses jambes lâchent en même temps. Il tombe raide en arrière, inconscient avant même de toucher la toile. Sa tête heurte le tapis avec un bruit horrible. Ses bras restent écartés. Ses yeux sont ouverts, mais il ne voit rien. L'arbitre ne commence même pas le compte. Il fait immédiatement signe de KO technique et appelle les médecins en agitant frénétiquement les bras. 3 médecins se précipitent dans le ring. L'équipe de Reggie grimpe à travers les cordes, visage blême. Reggie est allongé, totalement immobile. Ses yeux commencent à cligner lentement. Il se réveille.
Mais pas vraiment. Quelque chose est profondément cassé. Les médecins s'activent, vérifient de ses pupilles, ses réponses motrices, posent des questions. Comment vous appelez-vous? Où êtes-vous? Quel jour sommes-nous? Reggie les regarde sans comprendre. Sa bouche bouge, mais aucun mot cohérent n'en sort. Il essaie de reconnecter. Où il est? Ce qui s'est passé. Pourquoi il est allongé sur une toile sous des lumières aveuglantes? Mais les connexions ne se font plus. Les circuits ont sauté. Il faut 4 minutes pour qu'il puisse s'asseoir. Encore 3 minutes pour qu'il tienne debout avec de l'aide. Quand on finit par lever son bras pour l'aider à quitter le ring, ses jambes tremblent. Il regarde autour de lui comme s'il découvrait l'arène pour la première fois. La foule applaudit, pas pour célébrer sa défaite, par respect pour son courage, par soulagement qu'il soit encore en vie. Mike Tyson a déjà quitté le ring. Il n'est pas resté pour la déclaration officielle, pas resté pour les interviews. Il a fait son travail. 8 secondes. Encore une soirée au bureau. En conférence de presse après, on lui demande pour le rire à la pesée. Si ça l'a motivé, si ça l'a mise en colère. Tyson hausse les épaules. « Je ne combats pas avec de la colère, dit-il. La colère rend stupide. Je combats avec un but. Tout le monde a un plan, jusqu'à ce qu'il prenne un coup dans la gueule. Il a ri hier. Aujourd'hui, il a oublié comment on fait. » Dans la salle médicale, Reggie Kirkland est assis sur une civière. Il a repris pleinement conscience, mais sa mémoire est en morceaux. Il se souvient d'être entré sur le ring. Il se souvient du gong. Et ensuite, rien. Un trou noir. Les médecins expliquent KO sévère, perte temporaire de mémoire à court terme, probable commotion cérébrale. Il aura besoin d'examen, de repos, de réfléchir s'il veut continuer la boxe. Reggie regarde ses mains. Elles tremblent encore légèrement. Il demande à son entraîneur ce qui s'est passé. L'entraîneur prend une grande inspiration. « T'as tenu 8 secondes. » Reggie cligne des yeux. « 8 secondes ?» L'entraîneur hoche la tête. « T'es entré, t'as lancé 2 jabs, t'as pris 3 coups au corps, t'as tenté un contre et t'as mangé un uppercut qui t'a éteint. Tout ça en 8 secondes. » Reggie n'arrive pas à assimiler. Ça semble impossible, irréel. Il ne remontera plus jamais sur un ring professionnel. Cette nuit-là, ces 8 secondes ont mis fin à sa carrière. Il a essayé de reprendre l'entraînement 6 mois plus tard. Mais quelque chose avait changé. Chaque fois que quelqu'un lançait un coup, il hésitait. Chaque fois qu'il voyait arriver un crochet gauche, son corps se figeait. La peur s'était installée. Le genre de peur qu'on ne désinstalle pas. Le genre de peur qui s'installe dans ton système nerveux et y fait son nid. Des années plus tard, dans une interview, on demande à Reggie s'il regrette d'avoir ri au nez de Tyson pendant la pesée. Il reste silencieux un long moment. Puis il dit « J'ai ri parce que j'étais nerveux, parce que j'essayais de me convaincre que c'était juste un homme. Mais quand tu te retrouves dans le ring avec lui, tu comprends que tu avais tort. Ce n'est pas juste un homme. C'est ce qui arrive quand tout ce qu'un être humain peut atteindre en termes de puissance destructrice est raffiné et concentré en un seul point. J'ai ri pendant 2 secondes. Il m'a fallu 8 ans pour arrêter de faire des cauchemars sur ces 8 secondes. » Mike Tyson a continué à détruire des adversaires. Ce combat de 8 secondes n'est même pas entré dans son top 10 des KO les plus rapides. Ce n'était qu'une soirée de plus. Juste un homme de plus qui a appris que face à Iron Mike, la confiance ne sert à rien, les plans ne servent à rien, la bravade ne sert à rien. La seule chose qui compte, c'est la physique brute. Et personne dans l'histoire de la boxe poids lourd n'a jamais eu une physique plus brutale que Mike Tyson à son apogée. La leçon reste. Tu peux rire au nez d'un ouragan. Mais quand il arrive, ton opinion sur lui ne change rien à sa force. Reggie Kirkland a ri. 8 secondes plus tard, il avait oublié son propre nom. Et le monde a appris une fois de plus pourquoi on ne provoque jamais, jamais, l'homme le plus dangereux de la planète.